On ne présente plus Christine Ockrent, bien sûr, la reine du journalisme. Je suis toujours ravi de l'accueillir. Affaires étrangères, l'émission sur France Culture, Christine, bien sûr. Et puis les livres, L'Empereur et les milliardaires rouges. Comment y tient la Chine, publié aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre dont on parle beaucoup déjà. Une enquête sur la Chine et ses oligarques rouges et milliardaires. D'abord, un mot quand même de la situation en France. À la veille d'une grande manifestation, d'une nouvelle grève, on a vraiment le sentiment, et surtout même vu de l'étranger, que c'est une sorte de chaos qui s'est installé en France. Vu de l'étranger, oui, d'autant que, comme d'habitude, les caméras se focalisent sur les feux de poubelle et, hélas, les violences dans les rues. Et donc, la complexité de la situation, qui déjà échappe à pas mal d'observateurs français, la simplification qui en est faite dans les médias américains ou britanniques en particulier. On dit quoi? On dit c'est un échec de Macron, c'est quoi? On dit les Français, c'est toujours pareil, impossible de réformer, Macron est nul, la France est nulle, etc. Alors que la Grande-Bretagne, par exemple, est dans une situation bien pire que la nôtre, avec un enchaînement de grèves comme ils n'en ont plus vu depuis 60 ans, 5 premiers ministres en 6 ans, et un niveau de vie qui baisse. Mais bien évidemment, l'annulation de la visite du roi porte un coup terrible à l'image de la France. Oui, la faute à qui, au fond? Une mauvaise explication, comme l'a reconnu le président Macron, une réforme mal ficelée, une opposition qui... Un débat complexe. Oui. Vous ne voulez pas intervenir là-dessus, Christine? Écoutez, enfin, en tout cas, on peut toujours, faire j'ose pas dire du café et du commerce, mais analyser, hélas, la dislocation du lien nécessaire entre le processus, la légitimité du président élu au suffrage universel, la légitimité du Parlement élu, la légitimité des syndicats, même si malheureusement en France, leur niveau de représentativité reste assez bas, mais il faut reconnaître qu'ils ont jusqu'à présent réussi à tenir, enfin à contenir, à organiser des manifestations légitimes. Mais c'est la dislocation, si vous voulez, de ces différentes légitimités aux yeux de gens qui estiment que travailler plus est vraiment impossible. Et je crois qu'on a tendance à sous-estimer dans ce débat complexe. Il faut quand même connaître comment fonctionnent nos institutions. On a tendance à sous-estimer l'impact du Covid et la rupture psychologique que cela crée par rapport au travail, et singulièrement pour les plus jeunes. Et on le voit, c'est d'ailleurs tout à fait intéressant, dans les études de comportement de la plus jeune génération, qui contrairement peut-être à la nôtre, ne place pas le travail tout à fait au même niveau d'importance ou de priorité qu'auparavant. Qui peut se réjouir finalement de cet affaiblissement de l'Occident? Par exemple, Vladimir Poutine, en ce moment, qui agite encore la menace nucléaire, la Biélorussie, et puis maintenant les menaces de rétorsion à nouveau contre la Biélorussie. Bien sûr, enfin Vladimir Poutine, sûrement, même s'il est très affaibli, et que l'incapacité de ce que l'on prenait jusqu'à l'année dernière pour la deuxième armée du monde, c'est-à-dire l'armée russe, l'incapacité à conquérir l'Ukraine en 3 jours, ce qui était l'ambition de Poutine, aux yeux du Chinois, c'était tout à fait fascinant, cette rencontre entre Xi Jinping, invité à Moscou, et Poutine. Poutine est devenu le vassal de Xi Jinping. Il a besoin de la Chine pour écouler son gaz et son pétrole, puisque les sanctions occidentales maintenant restreignent quand même beaucoup les revenus. La Chine, la Russie, c'est une économie de pays émergents qui vit sur ses matières premières. Elle a complètement décroché du progrès technologique. Et pour la Chine, évidemment, et dans l'attitude de Xi Jinping le démontrait, la gestuelle était fascinante. Il y a bien ça. Les rapports de force avec la Russie, se sont complètement inversés en disant... Au fond, il est affaibli aussi par les sanctions occidentales. Réellement, l'économie russe... Fortement. Fortement pour ce qui concerne la technologie, pour les pièces détachées, pour les avions et même pour l'armement.
Le niveau de vie des Russes, dans les grandes villes en tout cas, n'est pas très affecté, d'après ce qu'on peut en savoir. Les très riches, eux, peuvent sûrement continuer à se fournir en champagne si ça leur fait plaisir. Oui. Mais l'économie russe en profondeur et à moyen et long terme est affaiblie, bien évidemment, par les sanctions occidentales, même si elles sont forcément contournées de multiples manières, comme souvent. Oui, mais on a l'impression donc dans tout ça que le grand gagnant, c'est la Chine. Alors vous en parlez dans ce livre, Christine Ockrent, L'empereur et les milliardaires, mais au fond vous dites, oui, la Chine est incontournable, mais vous dites, on devrait mieux savoir à qui on a affaire réellement. Et on a l'impression qu'on ne connaît pas ou on connaît très mal Xi Jinping. Mais on connaît très très mal cet immense pays qui a quand même été fermé pendant 3 ans par la politique du zéro Covid, dont la Chine, et c'était d'ailleurs l'objet de mon livre précédent, voulait faire le récit de la suprématie absolue, de la réussite absolue de son modèle politique sur le modèle démocratique. Et donc ce qui est très intéressant avec la manière dont Xi Jinping, au fil des années, il est maintenant au pouvoir depuis 10 ans. Il vient d'être reconduit pour 5 ans supplémentaires. Il a modifié à son profit la Constitution en 2018. C'est la première fois qu'un Chinois peut rester un 3e mandat. Deng Xiaoping, en particulier, dans sa sagesse pragmatique, avait dit « Oh là là, ça c'est on va limiter à 2 ». Maintenant, c'est fini. Donc, il n'y a aucun successeur visible. Donc, Xi Jinping peut être là pour très longtemps. Donc, il m'a semblé qu'il était intéressant et important de savoir comment ça fonctionne. Oui. Et comment ça fonctionne, on a vu cet homme qui est lui-même un prince rouge, fils de l'un des proches de Mao Tse-tung, ce qui, dans le système du Parti communiste chinois, est une forme d'aristocratie. Il a fait son chemin au sein du Parti communiste. Il est allé dans les provinces 16 ans à grimper méticuleusement, etc. Il arrive au pouvoir en 2012, nommé président en 2013, et en 10 ans, et c'est ce que je raconte dans mon livre, on a vu comment, au nom du Parti communiste, au nom de l'idéologie, pour essayer de calmer son obsession. Son obsession, c'est l'écroulement de l'Union soviétique. C'est la façon dont le Parti communiste soviétique s'est écroulé sous l'effet de la perestroïka. C'est l'obsession de Xi Jinping, parce qu'il a compris que cet immense pays, 1,4 milliard de gens, ne peut tenir que si le Parti communiste, dont les mailles sont extrêmement étroites, tient ce pays et cette population. Et lui personnalise, incarne, renforce encore l'emprise du parti. Et on l'a vu encore il y a 15 jours, lors de cette assemblée consultative qui d'habitude c'est purement formel, purement rituel. Non, là on a vu qu'il a encore non seulement fait monter au gouvernement uniquement des hommes, d'habitude il y avait toujours une femme, bon là il n'y en a plus, donc uniquement des hommes qui sont tous ses serviteurs, si j'ose dire, des gens qu'il a repérés, qui ont travaillé pour lui, à commencer par le nouveau Premier ministre, qui était le chef du Parti communiste à Shanghai, et qui, véritablement, incarne ce clan totalement asservi à Xi Jinping lui-même. Et ce qui est très important de comprendre, je crois, c'est que l'enjeu pour Xi Jinping, le rêve de la Chine, le rêve chinois, qu'il exprime, qu'il répète, et comme toujours, il faut quand même toujours écouter ce que ces gens disent. Le rêve chinois, c'est évidemment de dépasser les États-Unis. Donc, il a besoin des Européens, qui d'ailleurs se succèdent à Pékin. Le Premier ministre espagnol était là la semaine dernière, Emmanuel Macron, il va le 4 avril. Et, ce qui est une bonne idée, il a demandé à Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, de l'accompagner pour essayer de présenter ce qui, hélas, n'existe pas vraiment, une stratégie européenne commune face à la puissance chinoise. Mais Xi Jinping a besoin de relancer son économie. Et là, et moi c'est ce qui m'a incité à travailler sur ce livre, le paradoxe, c'est que pour des raisons idéologiques, il met sous sa coupe, sous couvercle, cette génération d'entrepreneurs tout à fait remarquables, qui ont construit des géants technologiques
plus puissants pour certains que les Américains de la Silicon Valley. Certains d'ailleurs ont été formés à la Silicon Valley. Il y a une interpénétration tout à fait sidérante. Et donc, on voit que Jack Ma, celui qui était le plus connu en Occident, le type qui a créé Alibaba, il a perdu la main sur son empire. Bizarrement, sans doute, Patrick, pour vous faire plaisir, il a réapparu hier. Oui. Il a réapparu hier en Chine, alors qu'il est en exil pratiquement depuis 2 ans. Mais juste pour aller visiter dans sa ville d'origine une école qu'il finance d'ailleurs, et pour dire aux jeunes, faites attention à l'intelligence artificielle. Mais il ne va pas rester. Oui. Il y a 15 jours, a disparu, et ce sont des signaux contradictoires intéressants, le patron d'un fonds d'investissement chinois très important pour la technologie. Donc Xi Jinping, le régime, continue de tenir ces gens-là, mais il a fait sortir de prison avant-hier un autre dirigeant qui était en tôle depuis 6 mois pour corruption, parce que celui-là dirige une entreprise de semi-conducteurs. Vous savez, ces mini pastilles qui sont indispensables au progrès technologique aujourd'hui, parce que les semi-conducteurs font l'objet de sanctions américaines. Et la vraie lutte aujourd'hui, pour nous c'est la guerre en Ukraine, mais à l'échelle de la planète, c'est la concurrence entre la Chine et les États-Unis sur la technologie. Et là, hélas, nous autres Européens, on n'a pas ni Tencent, ni ByteDance qui a créé TikTok. Et TikTok, vous avez vu, c'est 1 milliard d'abonnés dans le monde. Qui est une puissance idéologique aussi, de manipulation. C'est totalement contrôlé par le Parti communiste chinois. C'est la raison pour laquelle, aux États-Unis, le Congrès américain, et là c'est en fait le seul terrain vraiment d'entente entre l'administration démocrate et l'opposition républicaine, c'est maintenant de contraindre ByteDance, qui est l'entreprise qui possède TikTok, à vendre TikTok à une entreprise américaine pour continuer à opérer aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les données des utilisateurs de TikTok, malgré les dénégations du régime chinois, elles sont évidemment dans ces coffres. Oui. Et donc, servent à la manipulation de l'opinion publique. Enfin, en tout cas, en Chine, c'est évident. En Chine, le réseau, l'application, ne s'appelle pas TikTok, elle s'appelle Douyin. Et là, comme par miracle, Vladimir Poutine s'appelle Tonton Poutine. C'est un type extrêmement sympathique que l'on voit torse nu, viril, tout ce qu'il faut, à cheval. Et tous les messages véhiculés sont pro-Poutine. Mais en même temps, Christine, c'est vrai que la Chine a fait passer ses résultats économiques mauvais à cause de la politique de zéro Covid. Mais au fond, vous dites dans ce livre, ça n'est pas exact. La situation économique aujourd'hui difficile de la Chine ne vient pas uniquement de cette situation liée au Covid. Non, elle vient aussi de cette emprise idéologique voulue par Xi Jinping qui a cassé quand même les jarrets de beaucoup de ces entrepreneurs qui se disent « Oh là là, moi j'ai aucune envie d'aller en prison ». Et donc, je vais me mettre en retrait. Par exemple, l'homme Zhang Yiming qui a créé ByteDance TikTok à 40 ans. Eh bien, il a déclaré l'année dernière, quand il a vu ce qui est arrivé à Jack Ma, qui a été quand même assez brutalement dépossédé du contrôle financier de son énorme groupe, eh bien, celui-là a dit « Oh là là, mais finalement, je suis très timide et j'ai besoin de réfléchir. » Et donc, je vais laisser la place à mon numéro 2. Voilà. Et on voit en même temps que toutes ces grandes entreprises chinoises sont cotées à la bourse de New York. Il y a une interpénétration économique très étroite. Il y a la rivalité entre les États-Unis, régime démocratique, quoi que l'on pense de l'État dans lequel est la démocratie américaine, et le régime chinois, où l'idéologie, encore une fois, a ralenti, en tout cas, l'ardeur entrepreneuriale. C'est la dictature qui pénalise l'économie, au fond. Qui la pénalise. Là, maintenant, Xi Jinping se rend compte que la croissance n'est pas suffisante, donc il faut redémarrer, donc il faut redonner des signaux d'encouragement, en tout cas à ces entrepreneurs-là,
dans des secteurs essentiels que lui juge essentiels, à commencer par les semi-conducteurs, mais sans doute moins de la tech pour les loisirs, pour cette jeunesse qu'on devrait quand même remettre au travail, etc. Et donc c'est bien cette espèce de friction permanente en Chine entre l'idéologie d'un côté et l'esprit entrepreneurial chinois, qui est remarquable dans une tradition du génie chinois depuis des siècles. Il faut quand même voir que ces gens, et beaucoup de ceux dont je raconte l'histoire, ils ont commencé, ils n'avaient pas de chaussures. Oui, ce sont des gens très pauvres, souvent. Oui. Mais on n'imagine pas ce qu'était la misère de la Chine après les folies maoïstes. Et donc, c'est tout à fait fascinant de voir jusqu'où Xi Jinping essaie de maintenir le contrôle, parce qu'au fond, dans le système chinois, où toute idée démocratique à l'occidental a disparu, c'est une vue de l'esprit, d'imaginer que, enfin si, il y a sans doute quelques intellectuels, mais enfin qui font quand même très très attention à ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Donc en fait, les seuls qui pourraient défier éventuellement le pouvoir central, le pouvoir du Parti communiste incarné par Xi Jinping, ce sont ces entrepreneurs. Ils ont la fortune, des fortunes immenses, ils ont la technologie, et c'est une dictature qui s'appuie sur les algorithmes. Oui. Et qui détient les algorithmes? Ces entrepreneurs. Mais quand ils ont trop de pouvoir, Xi Jinping les détruit. Absolument. Enfin, il l'a fait. Il ne les détruit pas à la russe, c'est très très différent. À la chinoise, c'est plus subtil. Il a mené une campagne anticorruption qui l'a rendu d'ailleurs très populaire, en Chine même, intitulée La chasse aux renards, aux singes, enfin à tous ces êtres qui peuvent nuire à la collectivité et au nom de la prospérité commune. Eh bien, voilà, tous ces gens nuisibles, on va les mettre à l'écart pendant un petit temps. Et donc, au nom de cette lutte anticorruption, ça a fait peur aussi. Oui. Et donc, voilà, il y a différentes manières, c'est ce que je raconte. Il y a eu quand même quelques exécutions à mort, parce que de temps en temps, il faut montrer. Il y a des gens qu'on a complètement mis à l'écart, qui ont complètement disparu, et d'autres qui ont sorti beaucoup d'argent, l'épouse légitime, les enfants, si possible aux États-Unis, au Canada, en Australie, tout en continuant à faire leur business en Chine. Et puis là, ils essayent de sortir vers Singapour, comme c'est le cas d'ailleurs de ce patron de ce fonds d'investissement, qui s'appelle Renaissance, dont on n'a plus de nouvelles depuis 15 jours. Il voulait aller s'installer à Singapour, ça n'a pas pu. Oui, mais au fond, ça veut dire, Christine Ockrent, que l'Occident, l'Europe, ne connaît pas bien la Chine aujourd'hui. On est focalisé sur la Russie, l'Ukraine. Bon, il y a la question de Taïwan, évidemment, qui peut faire peser peut-être une menace pour la paix du monde aussi. Mais on connaît mal. Et au fond, on se trompe. C'est ce que vous dites. Oui, mais enfin, on a aussi les outils. Enfin, c'est ce que j'espère avoir servi à quelque chose avec ce livre. On a quand même les outils pour essayer de comprendre. Et comme vous le disiez d'entrée, il est important de savoir à qui on a affaire. Et surtout nous autres Européens, parce qu'on voit bien que les États-Unis font de leur rivalité avec la Chine un combat idéologique à leur tour. Or, nous autres Européens, nous avons d'autres intérêts économiques et commerciaux d'ailleurs, à commencer par l'Allemagne, dont le commerce extérieur est extrêmement dépendant de la Chine, avec des entreprises allemandes, à commencer par Volkswagen et quelques autres, qui ont des intérêts massifs en Chine. Bon, et nous aussi. Et donc, il est très important de voir comment les Européens, qui ont quand même, comme souvent, du mal à s'entendre entre eux, morceau par morceau, mais qui, vu de l'extérieur, forment un bloc massif et nécessaire à la Chine. C'est le plus grand marché du monde. Et nous n'avons parfois pas suffisamment conscience de nos atouts, même face aux géants chinois.
Merci Christine Ockrent. Ça s'appelle L'Empereur et les milliardaires rouges. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Comment s'y tient la Chine? C'est absolument passionnant. Merci beaucoup Christine Ockrent d'être venue aujourd'hui. Merci.